Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence matinale, hein, et suivant où vous vous situez avec soleil, sans soleil, voire avec neige pour certains. Donc un grand merci pour votre présence. On va démarrer allez, à 10h05 grand maximum, le temps que tout le monde puisse se connecter. Là, je vois que les personnes continuent à arriver. Comme l'image le présente, bah, je vous invite à prendre un petit café, un thé, ce que vous souhaitez d'ici là. Et sinon, à 10h05 vraiment au plus tard, on démarrera par la présentation des intervenants, la présentation de Soluceo par Exanet, et après on continuera avec Cato pour vous présenter les différents cas d'usage que l'on va évoquer aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite et n'hésitez pas à prendre un petit café d'ici là. Merci, à tout de suite. Alors merci aux personnes qui continuent à nous rejoindre. Déjà à peu près plus d'une quinzaine en ligne. On va continuer à patienter encore quelques minutes. Ce que je vous disais précédemment, on démarrera à 10h05, il est 10h02. Je vous le redis, n'hésitez pas à prendre un petit café. En attendant, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Je vais le redire durant la présentation, mais si vous souhaitez interagir pour poser des questions, bah, vous avez un petit mécanisme pour chatter dans le client GoToWebinar à travers un jeu de soit de questions-réponses. On essaiera d'y répondre au maximum en live pour rester dynamique. Et sur des questions un peu plus denses, on les traitera à la fin, on aura un temps pour ça. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Je vous propose de démarrer. Je vois que des personnes sont encore en train d'arriver, donc c'est une très bonne chose. On va démarrer tranquillement sur des choses que vous avez peut-être déjà vues ou entendues, donc ça sera l'occasion d'en reparler. Donc merci encore une fois pour votre présence sur cet événement, qui est un événement Cato Network, donc d'un partenaire que l'on connaît pardon, de longue date, à travers Soluceo, vous le verrez aussi à travers Exanet, puisqu'on a rejoint une structure depuis quelques mois, j'aurai l'occasion d'en parler juste après. Si on revient sur le sujet du jour, donc on va parler aujourd'hui cas d'usage par rapport à Cato, sur la notion de télétravail, de site distant, de comment accéder de façon sécurisée à vos services et applications. Alors malheureusement, l'actualité sanitaire fait qu'on reparle potentiellement de cette notion de télétravail, mais indépendamment de ça, on verra les cas d'usage que l'on a déjà pu traiter.
notamment avec sa mère qui est présent, qui est le CTO de Neovad. Donc Neovad est le représentant exclusif de Cato Network en France. Merci Bonjour à Samer pour tous. ta présence. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, c'est bon. Bonjour Damien, bonjour à tous. Merci pour ta présence. Moi-même, donc Damien Croire, moi je m'occupe de la partie innovation chez Soluceo by Exanet. Alors pour vous situer un peu le déroulé de la matinée, donc on est sur un format d'à peu près un peu moins d'une heure. On va se garder un petit peu de temps à la fin pour pouvoir échanger sur des questions-réponses. Donc on va vous présenter Soluceo, la partie ce qui nous intéresse, Cato Network, et puis on fera un jeu de questions-réponses. Et si on parle questions-réponses, ce que je vous disais, n'hésitez pas. Vous avez un mécanisme dans GoToWebinar pour poser vos questions. Donc tout le monde est en mute pour faciliter la compréhension. Donc vous posez vos questions. Moi, je les lirai durant l'intervention de sa mère j'essaierai de lui poser les questions au maximum sans trop l'interrompre pour qu'il puisse faire sa présentation. Mais s'il y a des questions qu'on peut traiter en live, on les traitera en live. Sinon, on prendra un petit peu de temps à la fin pour les évoquer. Le format, je vous en parlais. Très rapidement, qui est Soluceo? Donc Soluceo a rejoint l'entité Exanet il y a quelques mois de cela. Donc on a changé un petit peu de nom, ça s'appelle maintenant Soluceo by Exanet. Pourquoi ce rapprochement? Pourquoi cette démarche commune? Donc c'est vraiment un rapprochement. Exanet historiquement est un opérateur télécom, a ses propres data centers aussi, donc le siège est basé à Reims, donc plutôt au nord de la France pour mes collègues qui sont plutôt au sud ou plutôt sur Paris. Donc on est sur Reims avec d'autres localisations, hein, Le Mans, Angers. On a une nouvelle localisation aussi qui a ouvert sur Toulouse récemment. Donc on a vraiment une présence maintenant nationale, puisque Soluceo est basé à Grenoble et à Lyon. Donc on adresse maintenant toute la France. Et puis aussi pour avoir des activités complémentaires. Il faut savoir que si on parle de nos métiers, vous auriez eu cette présentation il y a quelques mois, vous auriez vu 6 métiers principaux pour Soluceo. Le fait de se rapprocher d'Exanet et d'intégrer cette structure nous a permis d'élargir nos métiers et de pouvoir vous accompagner de bout en bout. C'est-à-dire, lorsque vous avez une approche, je souhaite moderniser mes data centers, parce que j'ai des data centers en propre, on peut vous accompagner dans cette démarche, ou m'intégrer à une notion de cloud public, c'est-à-dire un acteur comme AWS, Google, Azure, pourquoi pas, on peut vous accompagner sur ces sujets-là, puisqu'on va pouvoir porter de l'expertise et des certifications à différents niveaux, également tout ce qui va être cloud hybride, on n'est plus simplement sur du public que sur du privé, on voit de plus en plus de mode hybride avec un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, soit pour des raisons budgétaires, des raisons législatives aussi, pour certaines souverainetés des données. Tout ce qui va être aspect aussi transformation des réseaux et de la sécurité. Donc c'est un sujet qui est transverse à l'événement du jour, à savoir les réseaux évoluent de plus en plus vite, on n'est plus simplement sur un lien, on va amener de la sécurité, du service, de la visibilité. Je voyais des personnes qui se connectaient, on a différents profils, on a des profils très techniques, on a des profils plutôt décideurs, DSI, voire des profils plutôt direction, chacun des attentes un peu différentes, mais chacun va avoir ce besoin de visibilité, que ce soit en termes de disponibilité, en termes de sécurité, en termes de coût aussi, de pouvoir se projeter dessus, puis aussi en termes d'exploitation. On se rend compte, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, que ça devient de plus en plus complexe à gérer cette notion de sécurité. Sa mère aura juste l'occasion d'en reparler après sur les notions de ransomware qu'on peut voir, sur les notions de télétravailleur, comment je sécurise mon télétravailleur qui va être sur un site que je ne maîtrise pas forcément. Je dois intégrer aussi un nouveau site dans mon écosystème télécom. Comment je gère cette sécurité? Le quatrième pan, qui est la partie opérateur télécom, et donc là, c'est une conséquence très intéressante de l'intégration avec la structure Exanet, bah, c'est qu'on a la capacité maintenant aussi de vous accompagner jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire du data center, la partie connectivité Internet et aussi la liaison qui va vous connecter à des réseaux privés, des réseaux publics et à de la sécurité avec une capacité de vous accompagner aussi bien sur des liens à très haut débit, sur des solutions sécurisées, sur des replis sur de la 4G, en vous amenant aussi de la visibilité et tous les services qui vont être associés en termes de criticité, quelle que soit votre façon de fonctionner, que vous soyez sur de l'industrie, sur de la vente, sur du service ou sur toute autre activité. Et les 4 derniers pans, bah, on va retrouver ce que l'on peut connaître bah,
avant qui existaient, avant les événements de Covid, si on parle des choses clairement qui ont pu avoir lieu ces derniers mois et ces dernières années, et qui sont devenus de plus en plus présents dans notre quotidien. Ça va être l'environnement digital des utilisateurs, c'est-à-dire qu'un utilisateur, qu'il soit sur site, dans les bureaux de l'entreprise, dans un environnement de coworking, dans un environnement chez lui de télétravail, voire dans un lieu qu'il n'a pas forcément choisi, il faut qu'il retrouve la même expérience en termes d'accès, que ce soit à ces données, donc gérer la sécurité des données, ou que ce soit en termes d'application. Donc ça, c'est le pan 5 et 6. Et les deux dernières notions sont extrêmement importantes aussi. On l'a vu aussi ces derniers mois, pour des raisons de sécurité et de souveraineté, cette capacité qu'a le groupe Exanet et celui CO de pouvoir vous accompagner en vous proposant des data centers en propre, qui sont maîtrisés, gérés par nos équipes, qui ont été construites par nos équipes, donc qui sont connues de bout en bout, qui ont des certifications, on les verra juste après, et qui vous apportent cette souveraineté au niveau de vos environnements, soit pour des raisons politiques, disons clairement les choses, soit pour des raisons légales aussi. Vous pouvez avoir des contraintes légales sur de l'hébergement de données de santé, par exemple, on aura la capacité de vous accompagner. Et la communication unifiée, qui était un sujet jusqu'à présent, on va pas se mentir, peu sexy, hein, ça parlait à peu de monde, et au final, on s'est rendu compte que avec cette phase de travail, de télétravailleurs, de facilité, de pouvoir communiquer. Je suis dans ma voiture, j'ai peut-être mon client Teams, j'ai mes communications qui basculent automatiquement au niveau du téléphone. Quelque part, au niveau de mon interlocuteur, c'est complètement transparent pour lui. Quel que soit l'endroit où je me situe, la communication sera quand même portée de bout en bout. Donc là, vous voyez vraiment nos différents pans métiers principaux et notre capacité à vous accompagner. Si on fait un petit focus sur l'aspect data center, on en parlait, on va être très présent au niveau de la France à travers différentes portes de collecte, donc pour pouvoir interagir avec tous les opérateurs présents en France et de pouvoir aussi vous accompagner sur d'autres pays. 4 data centers en propre, on l'a évoqué juste avant, différents labels d'expertise en termes de sécurité. Ce qui est important aussi sur nos certifications, c'est qu'on va avoir cette capacité à vous accompagner sur l'aspect certification ISO 27001, donc sur la sécurité de l'information, sur cet aspect aussi hébergeur de données de santé. Différents niveaux d'expertise, on est reconnu par le gouvernement comme étant un acteur reconnu sur la partie protection de ces données, où que soit cette donnée, qu'elle soit chez vous, chez nous ou dans un environnement de cloud public. Et puis aussi des casquettes qui sont peut-être moins connues pour la partie groupe Exanet, mais qui sont de plus en plus présentes. C'est notre capacité à vous accompagner sur les environnements VMware aussi, donc les environnements de virtualisation, d'expérience utilisateur en termes de digitalisation de l'expérience utilisateur, qui puisse retrouver son environnement de travail où qu'il soit, de façon sécurisée, et de pouvoir vous proposer aussi les terminaux et les équipements qui vont bien à ces différents utilisateurs, puisqu'on peut vous parler de cloud autant qu'on veut. À un moment donné, le cloud se construit sur du matériel, sur des serveurs. Les utilisateurs utilisent des machines, que ce soit un téléphone portable, que ce soit un ordinateur portable, un ordinateur fixe pour ceux qui font de la modélisation 3D, voire des tablettes pour, par exemple, un public peut-être plus commercial, plus en déplacement, qui interviennent sur des chantiers. Quel que soit votre cas d'usage, à travers ces différents niveaux de certification et d'expertise, on pourra vraiment vous accompagner de bout en bout. Ça, c'était notre présentation globale. On va revenir maintenant sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet Cato Network. Donc, je vais laisser Samer Frenji vous en parler. Il a bien meilleure connaissance que moi sur ces différents sujets. On souhaitait faire un focus particulier sur une approche, donc la notion de télétravail et de site distant. Je vais faire un peu de teasing. Le 9 décembre, on va refaire un événement Cato Network qui portera sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, je vous les ai listés en dessous sur tout ce qui va être gestion des liens réseau, si vous avez des environnements MPLS existants, comment on va pouvoir optimiser ces investissements, comment on va pouvoir aussi sécuriser les éléments, optimiser le WAN, intégrer un nouveau site de façon très rapide. Ce seront des cas d'usage que l'on aura l'occasion d'évoquer la semaine prochaine. Et là, on va laisser la parole à Samer pour qu'il puisse vous présenter Cato Network. Il faut savoir que ce partenaire, on le connaît depuis de nombreuses années, on peut dire maintenant. On a réalisé des intégrations. Nos équipes communes sont certifiées aussi sur ces solutions. Et je te laisse, Samer. Alors, je ne sais pas si je dois arrêter mon partage ou si tu peux reprendre la main. Je m'en occupe. Super.
Donc je vous le redis pendant qu'on fait la bascule, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez les poser dans les petites fenêtres qui sont dédiées à ça. On y répondra en live dans la mesure du possible pour ne pas trop casser la dynamique de la présentation. Et sinon, on s'accordera un petit temps à la fin pour répondre à toutes ces questions. Et je vois ton écran, parfait. Parfait. Donc, merci Damien pour cette introduction. Merci à tous d'être présents à ce webinaire. Donc, moi, je vais prendre le relais plus sur la partie produit. Donc, on va faire quelques slides PowerPoint, question de situer un peu la société Cato, l'architecture SASI, qui est un peu la base même de ce modèle de service qu'on va vous proposer. Et on va évidemment finir par une démonstration pour vous montrer concrètement comment on peut utiliser la solution Cato pour adresser les différents cas d'usage, notamment celui du jour sur toute la partie de télétravail. Donc, très rapidement, quelques slides sur la société en tant que telle. Donc, la société Cato Network, c'est une société qui a été fondée en 2015 par deux messieurs qui sont assez connus dans le milieu. Shlomo Kramer, qui est le fondateur de Checkpoint, le fondateur de Imperva et un des premiers investisseurs dans Palo Alto ou autre. Pardon. Il est accompagné par monsieur Gurchatz, qui est le cofondateur de Imperva et le fondateur de Incapsula. Donc, c'est vraiment deux personnes qui viennent du milieu de la sécurité, du milieu du cloud, qui ont vu un peu les lacunes par rapport aux architectures legacy et qui sont partis d'une feuille blanche pour développer une nouvelle architecture, une nouvelle infrastructure qu'on va détailler par la suite. Aujourd'hui, la société elle est en pleine croissance. On a plusieurs milliers de sites qui sont connectés aujourd'hui sur notre infrastructure. Il y a une confiance côté investisseur. On a encore eu une dernière levée de fonds qui nous a amené aujourd'hui à 532 millions de dollars qui sont levés. La société elle est valorisée à plusieurs milliards maintenant. Donc vraiment, c'est une société en pleine croissance. Et tout cet argent, il est utilisé aujourd'hui pour enrichir la solution, tant qu'en termes de fonctionnalité, notamment sur la partie réseau et sécurité, mais également sur la partie global backbone. Et c'est quelque chose qu'on va détailler dans la suite de la présentation. Sur la France, c'est un des pays où on réussit le plus. Donc aujourd'hui, on a signé sur le Q3 2021 plus de 25 clients. On a plus de 6000 utilisateurs VPN qui se connectent. Voilà, vous voyez les chiffres à l'écran, on ne va pas les lister tous. Voici une liste par verticaux des différents clients qu'on a adressés aujourd'hui sur le territoire français. Évidemment, on a beaucoup plus dans le monde, mais déjà en France, on a travaillé sur différents clients, notamment dans le monde dans le monde des services, dans le monde du manufacturing ou autre. Typiquement avec Solucio, on a un de nos clients plus importants qui est la partie EDF-ENR, qui bénéficie aujourd'hui de toute la solution Cato en termes de réseau et sécurité pour connecter ces différents sites. Alors, pourquoi Cato et pourquoi un peu la présence de tout ce marché qu'on va appeler le SASI? Aujourd'hui, on va parler un peu historique, j'ai envie de dire. La majorité de nos clients, les clients qu'on a adressés, sont des clients assez classiques. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des solutions qui répondaient parfaitement à leur cas d'usage. Sauf que leurs cas d'usage ont évolué et les architectures ne s'adaptent plus. Pourquoi? Aujourd'hui, pour connecter des ressources, que ce soit un data center, un site distant ou autre, on a plusieurs moyens, mais notamment le moyen le plus classique et le plus optimisé en termes de performance, c'était cette partie MPLS. Sauf que cette partie MPLS, elle est rigide, on manque de visibilité et on manque surtout de souplesse. Donc, on a ajouté une brique SD-WAN pour pallier à cette problématique. Après, il y a l'évolution vers toute la partie cloud, que ce soit sur la partie IaaS, pour la partie SaaS ou autre. Donc, de ce fait, on a été obligé d'ajouter des notions de sécurité et d'optimisation supplémentaires avec des solutions de type Zscaler ou autre. En tout cas, mais on a été obligé d'ajouter de la sécurité, de l'accélération cloud pour pouvoir garantir un certain niveau d'expérience utilisateur quand ils accèdent à ce type de ressources. Généralement, quand on est multisite, on a intérêt à sécuriser nos sites distants. Donc, sur chacun de ces sites distants, on va avoir une solution de sécurité périmétrique, un firewall ou autre. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra maintenir, qu'il faudra configurer, qu'il faudra mettre à jour. Il faudra probablement essayer de trouver des solutions d'optimisation WAN pour ne pas dépendre entièrement d'Internet avec tout ce que ça peut engendrer en termes d'imprédictivité, de perte de paquets, grosso modo du best effort. Il y a eu sur les dernières années une croissance très importante du nomadisme, que ce soit à cause de la Covid ou même des réflexions sur du flexible workspace ou autre, pour qu'ils aient plus de se connecter de chez eux, avoir plus de souplesse ou autre. Mais de ce fait, on a été obligé d'ajouter des notions, donc de concentrateur VPN qu'on peut avoir sur un data center, sur plusieurs sites, avec des notions de sécurité ou autres. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Tout ça veut dire qu'aujourd'hui,
avec ce type d'architecture, on saura adresser la totalité des cas d'usage. Mais ceci a deux coûts principaux. Le premier, c'est un coût direct qui est lié à l'empilement de ces différentes technologies. Aujourd'hui, on sait adresser tout, mais pour adresser tout, il faut empiler les technologies. Donc, les coûts associés à cette partie-là d'un point de vue direct, qui est lié à l'équipement hardware, aux licences associées. Mais il y a également un coût indirect qui est sur la compétence qu'on doit avoir sur chacun de ces outils. Ces outils sont généralement en silo, donc il faut avoir une réflexion assez avancée et des compétences assez avancées pour faire en sorte qu'ils communiquent au mieux ensemble. Pour adresser ce besoin-là, en gros, le Gartner, il a dit que ce type de solution, un empilement de technologies pour adresser différents cas d'usage, c'est quelque chose qui devient obsolète par rapport aux nouveaux usages, ceux du jour et surtout ceux qui vont arriver. Donc, il faut que la solution qu'on va proposer au client, qu'on va mettre à disposition au client, qu'elle soit beaucoup plus agile par rapport à cette nouvelle absorption de fonctionnalités, de cas d'usage ou autres. D'où la naissance de ce marché du SASI. Donc le SASI, c'est l'acronyme pour du Secure Access Service Edge. Grosso modo, c'est quoi? C'est la convergence entre tous les services de réseau, sur l'optimisation réseau WAN, sur l'optimisation cloud, sur toute la partie SD-WAN autre, mais également des services de sécurité, avec toute la partie Secure Web Gateway, toute la partie Firewall as a Service, RBI ou autre, et fourni en tant que service. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Cato, donc la société Cato Networks, est partie d'une feuille blanche pour développer et définir et construire une architecture qui s'enregistre parfaitement dans le monde du SASI et qui a été conçue pour ce besoin-là. On n'est pas parti de solutions existantes en essayant de les adapter pour adresser ces usages. On est parti de zéro et on a développé, même avant la naissance de ce terme de SASI d'ailleurs, cette notion d'architecture convergée entre la partie réseau et la partie sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les empilements technologiques qu'on a vus précédemment dans les slides précédents, sur la partie VPN, accélération cloud, sécurité, Next-Gen Firewall, Global Backbone, SD-WAN ou autre, on va les fournir à travers une seule offre, plus ou moins en mode opérateur, en ajoutant la partie réseau, la partie sécurité. Comment ça va marcher? Le principe, il est assez simple. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on va appeler des ressources. Les ressources, ça peut être un data center, un site distant, un environnement cloud, un utilisateur nomade, des applications SaaS. Ces ressources, elles vont se connecter de façon dynamique sur le POP. Donc, le POP, c'est le point de présence le plus proche. Une fois elles sont greffées sur ce POP-là, elles vont bénéficier de toutes les briques d'optimisation réseau, donc toute la partie SD-WAN, toute la partie optimisation WAN et Global Backbone ou autre, mais surtout de toute la brique sécurité également, donc sécurité de niveau 7 évidemment, sur toute la partie Next-Gen Firewall, Next-Gen Anti-Malware, IPS, voilà, tout ce qu'on peut avoir sur cette partie-là. Et tout ça sera géré depuis une seule console et il y aura uniquement des réflexions par cas d'usage. Ça, on va le voir, ce sera beaucoup plus parlant dans le cadre de la démonstration. Mais en gros, on est en train de simplifier entièrement toute cette notion de gestion, de communication et de sécurisation intersite. Le Global Backbone, c'est quoi? Aujourd'hui, une bonne partie de l'investissement qui a été fait côté Cato, c'est de développer ce réseau Global Backbone mondial. Aujourd'hui, chaque point vert que vous voyez à l'écran, ça représente un POP. Un POP, c'est un point de présence sur laquelle une des ressources qu'on a vues précédemment va se greffer de façon automatique. Une fois connecté au POP, on va pouvoir hériter de tout ce qu'on vient de présenter sur la partie réseau, sur la partie sécurisée. Mais l'avantage de ce Global Backbone, c'est que c'est un réseau dédié. Ça veut dire aujourd'hui, pour aller d'un point A à un point B, ça peut être dans un même pays, ça peut être en traversant tout le globe, on ne dépend plus d'Internet avec des tunnels VPN, IPsec ou autres, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de perte de paquets, en termes de latence ou autre. Vu que c'est un réseau qui nous est dédié, sur lequel on a une visibilité de bout en bout complète, on sait que à cet instant T, pour aller d'un point A à un point B, voici le chemin le plus optimisé. Et c'est un réseau de Tier 1, ça veut dire que c'est un réseau qui est entièrement dédié à Cato et qui va nous permettre d'ajouter des couches technologiques pour optimiser ça. Mais ce sera plutôt le sujet du prochain webinaire pour vous présenter concrètement toute la partie optimisation WAN qu'on va voir sur cette partie-là. Mais cette même réflexion va également s'appliquer sur tout ce qui est nomadisme. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un site à Paris, un site en Espagne ou deux sites à Paris, et pour une raison X, Y, vous avez un utilisateur qui se déplace en Afrique du Sud, ces utilisateurs avec un client VPN, il va se connecter de façon automatique et dynamique sur le POP le plus proche, en l'occurrence celui de l'Afrique du Sud. On a ce qu'on appelle du user awareness. Donc, on sait reconnaître l'utilisateur en tant que tel parce qu'on se connecte à l'AD autre, on va voir ça ensemble. Et à ce niveau-là, on reconnaît l'utilisateur.
S'il a besoin d'aller sur Internet, bah, il ira au niveau du POP parce qu'il y a un local breakout qui sera là-dessus, mais avec toutes les policies de sécurité qu'on a pu définir en amont au niveau de la console centralisée. Et s'il a besoin d'accéder à une ressource qui est en France, bah, il va traverser le global backbone et non plus Internet pour accéder à sa ressource. Donc cette notion d'optimisation VPN, on va l'avoir pour chaque utilisateur, indépendant de là où il est dans le monde. Il va démarrer son client ou même de façon clientless, on va voir ça par la suite. Il va se greffer automatiquement sur la ressource, donc sur le point de présence le plus proche. Et à partir de ce moment-là, il va ou pas accéder aux ressources qu'il demande en fonction des règles de sécurité qu'on a pu définir en amont. Pour se connecter au POP, donc on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une bonne partie qui sera adressée dans le prochain webinaire, d'ailleurs qui sera le jeudi prochain, normalement, le jeudi 9 décembre. Mais ce qui va nous intéresser à jour, c'est sur cette partie-là, donc ce que je viens d'évoquer, avec ou sans client. Donc on va détailler cette différence entre les deux par la suite. On va se connecter sur le POP de façon dynamique. Une fois sur le POP, on va bénéficier de toute la partie optimisation réseau sur l'optimisation cloud pour accéder aux environnements cloud, l'optimisation WAN à travers ce global backbone. On va avoir toutes les briques de sécurité, donc le firewall next-gen, le Secure Web Gateway, la protection avancée contre les menaces et la protection avancée contre les sécurités. Ça, c'est grosso modo, j'ai envie de dire, la brique de base qui va permettre de définir l'infrastructure Cato dans sa globalité. Si on veut détailler plus le cas d'usage qui nous intéresse à ce jour, qui est toute cette partie nomadisme. Aujourd'hui, on va adresser ça à travers du SDP, ZTNA, donc tous ces termes parlent à tout le monde. Mais évidemment, si vous avez des questions, d'ailleurs, je vais vérifier. Alors, moi, ça me parle pas, mais je vais faire l'innocent. Autant le deuxième me parle On à va. peu près. Le Z, c'est quoi ZTNA? C'est ça? C'est Zero Network Oui, Trust Access, c'est ça? exactement. Ouais. Ok. Zero Trust Network Access. Bon, on va voir tout ça ensemble. Je regarde juste s'il y a des questions en attendant. Non. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été évoqué en termes d'architecture ou en termes de société, que ce soit technique ou fonctionnel, on saura les adresser. Alors, si on parle plus du cas d'usage qui nous amène à ce jour, qui est toute cette partie, on va dire, nomadisme, utilisateur distant ou autre. Traditionnellement, les entreprises utilisent des solutions VPN pour connecter leurs utilisateurs aux data centers qui sont souvent aux concentrateurs VPN qui sont souvent sur le site distant, ce qui va leur permettre de bénéficier de la partie firewalling, donc assurer tout le filtrage réseau, tout le filtrage sécurité, pour derrière rebondir sur des applications soit qui sont en local dans le DC, soit qui sont sur Internet. Donc, ce qui peut créer une notion, ce qu'on appelle du backhauling, parce que grosso modo, on peut faire des allers-retours qui ne sont pas forcément nécessaires et qui ne sont pas optimisés. Encore plus si les utilisateurs qui travaillent sont loin du DC. Donc, ils vont traverser en des longues distances, entre guillemets, à travers Internet, avec les limitations associées. Ça peut être très bien le matin, un peu moins l'après-midi, parce qu'encore une fois, c'est du best effort Internet et il n'y a pas des notions de global backbone derrière. Donc, des fois, on va aller sur le concentrateur VPN pour bénéficier de la partie sécurité et revenir pas loin de chez nous pour accéder à une ressource qui nous intéresse. En plus, ce modèle d'architecture, il peut être viable, entre guillemets, sur tout ce qui est ressources internes, donc ressources et applications qui sont hébergées au sein du DC, mais elles sont beaucoup moins pertinentes quand on va adresser des applications du type IaaS, SaaS ou autre. La philosophie Cato, elle est assez simple. Aujourd'hui, comme elle l'a évoqué, avec ou sans client. Quand je dis sans client, c'est en utilisant un web browser, on va le voir dans les slides qui suivent. Aujourd'hui, on va reposer sur un réseau global. Ça veut dire indépendamment de là où on est dans le monde, on va démarrer une connexion à base de Cato client ou pas. Et cette connexion, elle va se connecter de façon dynamique sur le POP le plus proche. Et une fois greffé sur le POP, on va bénéficier de toutes les optimisations réseau et sécurité. Donc, s'il faut aller sur du cloud, ben, on va traverser le global backbone avec de l'inspection sécurité, avec de l'optimisation réseau par rapport au global backbone autre, et accéder aux environnements data center ou applications qui nous intéressent. Et si je souhaite également accéder à des applications locales, ben, ce sera toujours le même principe.
n'oubliez pas, c'est des ressources qui vont se connecter de façon dynamique sur le point de présence le plus proche. Et après, c'est un réseau mondial maillé, un peu c'est du MPLS maillé partout dans le monde pour simplifier, mais qui est optimisé et sécurisé. Ça veut dire on va bypasser cette notion de backhauling, on ne va pas faire des allers-retours dans tous les sens. Pourquoi? Parce que toute l'intelligence, elle a été déportée du périmètre et injectée aujourd'hui au niveau du POP, au niveau du cloud. Je me connecte avec ou sans client, je suis identifié en tant que tel, donc en tant qu'utilisateur au niveau du POP. Les règles de sécurité que j'ai créées sont distribuées partout sur tous les POP dans le monde. Donc, je suis reconnu en tant qu'utilisateur grâce à une connectivité LDAP ou SCIM d'ailleurs avec mon environnement d'identité. Si j'ai le droit d'accéder au data center, ben, je le ferai de façon sécurisée et optimisée. Si je n'ai pas le droit, je serai bloqué ici. Si je veux aller sur Internet, je sortirai au niveau du POP et je réduis donc la bande passante qui sera consommée au niveau du data center. C'est une architecture qui est vraiment différente, qui permet de pallier à toute cette problématique de backhauling et toute cette problématique qui dépend d'Internet, de connectivité Internet, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de perte ou de manque d'expérience utilisateur associée. Hop. Pas de questions, très bien. Donc, sur la partie Cato, pour résumer un peu cette partie-là, aujourd'hui, le client VPN, Cato, il est un peu accessible pour tous les devices, donc Windows, Mac, Android ou iOS. Une fois connecté sur le POP, ben, on va récupérer l'optimisation d'accès à chaque application partout dans le monde, qu'elle soit une application cloud, une application on-prem, une application métier que vous hébergez sur n'importe quelle brique. Au niveau de l'authentification, comme on l'a évoqué, on sait s'interfacer à l'AD pour reconnaître les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs et derrière pouvoir définir des policies associées à cette partie-là. Et on sait également mettre en place du MFA, donc l'authentification multifacteur, pour amener une couche de sécurité supplémentaire sur cette partie-là. Vu que l'architecture elle est entièrement déportée dans le cloud, donc on sera amène facilement à provisionner des applications et gérer de façon granulaire l'accès à ces applications-là. Indépendamment de j'accède de quel endroit vers quelle ressource, le trafic il sera toujours optimisé, il sera toujours sécurisé du par ce service SASI fourni dans le cloud. Et on va le voir dans la démonstration, pardon, qu'on va vous redonner le contrôle dans un sens. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une visibilité complète sur tous les usages, que ce soit au niveau applicatif, au niveau utilisateur, au niveau réseau, pour n'importe quelle ressource, qu'elle soit un utilisateur VPN ou un site distant, une infrastructure cloud ou autre. Ça, c'est typiquement la partie SDP. Donc, la partie SDP, c'est la connectivité sans agent. Donc, SDP, excusez-moi, c'est Software Defined Perimeter. C'est la possibilité de se connecter sur des applications web locales sans client Cato. Donc, grosso modo, vous allez démarrer un navigateur. Ce navigateur, il va établir, vous allez vous identifier avec vos solutions IDP de votre infrastructure, de l'AD, de l'Octa ou autre. On va vous publier une librairie d'applications, donc d'applications web hébergées en local. Et quand vous souhaitez accéder à une application, on va établir un tunnel direct et sécurisé évidemment, entre le navigateur et le POP le plus proche. Et derrière, profiter de ce que je viens de raconter tout à l'heure pour l'accès aux applications qui vous intéressent. Donc ça, c'est surtout utilisé quand on est sur du BIOD, quand on ne veut pas installer le client Cato VPN. Mais vous voyez, on a une liste d'applications avec des notions de sécuriser. J'accède ces applications et je participe. La différence majeure sur la partie VPN Cato ou plutôt SDP entre la partie client, donc la partie client, comme son nom l'indique, je suis en train d'installer un client sur l'équipement, le endpoint, que ce soit un poste de travail, un device mobile ou autre, et la partie clientless, c'est que, il y a un client installé, non, il n'y a pas, j'ai envie de dire c'est normal. Sur la partie Cato client, on sait faire du always on, ça n'a aucun sens sur la partie clientless. Les deux font du cloud scale. Les applications supportées côté client, bah, c'est grosso modo toute application, tout port, tout protocole. Contrairement à la partie clientless, on sera à ce jour uniquement sur des applications web hébergées en local. On ne pourra pas appliquer cette règle sur la partie Office 365 ou autre. L'authentification va se faire sur Cato, donc notre propre solution, Azure AD, Okta, et ainsi de suite. Il y a OneLogin qui fait la différence. On va amener le niveau de sécurité, donc évidemment le contrôle. L'inspection du trafic va se faire sur tout le trafic
quand on est sur du client et uniquement quand on utilise la partie web. Le global backbone, c'est l'architecture même du principe et le cas d'usage idéal, j'ai envie de dire, ça va de soi. Pour tous les devices professionnels, on recommande fortement d'avoir la partie VPN, partie client en tout cas, pardon, parce que ça permet d'adresser les différentes applications, les différents cas d'usage avec plus de sécurité. Mais la partie clientless, elle est surtout utilisée pour du BYOD, donc Bring Your Own Device, pour accéder à des applications web de façon sécurisée, de façon optimisée surtout. Ce qui est intéressant, Samir, dans ce que tu présentais là, ça veut dire que, je le souhaite pas, hein, mais en cas pour un pays, ou même, déjà si on parle de la France, qui a un reconfinement comme ça du jour au lendemain, on peut réagir très vite simplement en donnant l'accès en clientless, même à des machines qui ne seraient pas forcément parfaitement Exactement. maîtrisées par le service informatique. Mm. Exactement. Je vois que le temps déroule, il y a quelques questions. Donc la partie upgrade, vous l'avez bien compris, c'est assez bien géré. On peut la faire de façon automatique, manuelle ou centralisée. On s'intègre à LDAP, donc à votre AD annuaire pour reconnaître les utilisateurs et pouvoir créer des règles fines sur cette partie-là. Et on s'intègre à un nouveau acronyme maintenant, c'est le SCIM, System for Cross-Domain Identity Management. Grosso modo, c'est toute la gestion d'identité intercloud. Mm, mm. Pour certains d'entre vous, pendant que tu parles, Samer, et la partie Okta, par exemple, on le croise de plus en plus souvent, ça permet vraiment d'agréger différents mécanismes d'authentification sans être forcément lié à votre AD interne aussi. Donc ça a aussi ce type d'avantage. Exactement. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais permettre de les adresser avant de passer à la démo. La première, c'est assez légitime. C'est un cas d'usage qu'on a souvent. Est-ce que la solution Cato est pertinente pour une solution franco-française? La réponse est évidemment oui. Et je vais vous lister quelques exemples. Typiquement, on a la société Sobio. Alors, quand on est sur du franco-français, on va bénéficier moins de ce réseau global backbone mondial, clairement. Donc là, il y a une valeur ajoutée sur cette partie-là qu'on va moins utiliser dans le cadre de cette architecture. Par contre, on va bénéficier de toute la centralisation de la configuration, la centralisation de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipement périmétrique à gérer. On va adresser tous les cas d'usage à travers une seule console, que ce soit sur la partie réseau, sur la partie sécurité. Et surtout, on a une souplesse sur le déploiement, sur la configuration et une visibilité qui sont très, très importantes. Typiquement, Sobio, c'était une société qui est en redressement judiciaire, qui a été repris par Carrefour. Et de part des engagements, des trucs comme ça, ils devaient déployer 120 sites à l'époque avant qu'ils prennent l'extension, 120 sites en 3 semaines. Et c'est quelque chose avec Cato qu'on sait faire, parce qu'encore une fois, toute l'intelligence, elle a été déportée dans le cloud. Donc, on peut pré-provisionner tous les sites. Et une fois un site connecté à Internet, on l'identifie et il est rapidement opérationnel. Il y a Mm, vraiment mm. une notion de souplesse, une notion d'agilité qu'on va le voir surtout dans la démo, mais qui va permettre d'optimiser le fonctionnement de la DSI, de répondre de façon plus granulaire aux cas d'usage qui nous intéressent, et ainsi de suite. Tu as complètement raison. Si on partage très rapidement le cas d'usage qu'on a eu avec EDF ENR qui est sur la gauche, c'est exactement aussi cette approche, c'est-à-dire on a eu la capacité d'amener des liens X ou Y à travers notre BU qui est plutôt orienté opérateur télécom, qui maîtrise ce sujet-là, et on a apporté après la couche sécurité et visibilité, mais sans adhérence avec une solution X ou Y, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette capacité après de se dire, ok, ce lien-là, il est peut-être pas optimal pour moi tout de suite, je change de lien, mais je garde ce niveau de sécurité et de maîtrise de mon environnement sans pénaliser aussi les utilisateurs. Ça, c'est vraiment un grand plus aussi. Exactement. Et je me permets une petite parenthèse. Clairement, également, les prix sont pensés dans ce sens. Ça veut dire quand on profite pas du global backbone, bah, le prix il est un peu dimensionné dans ce sens-là. Oui, oui, il y a, Il y a il y a la aussi, géométrie variable. Ouais. exactement. Il y a une question sur est-ce que le SDP utilise le protocole SSL? Donc, on utilise plutôt ce qu'on appelle du DTLS. C'est de l'IPsec sur du TCP, sur de l'UDP, pardon, avec un fallback sur de TCP si nécessaire. Mais grosso modo, oui, c'est de sécuriser à travers de l'IPsec. Merci pour ces réponses. Effectivement, je voyais le temps qui file Oui, aussi. je vais aller D'où, rapidement sur d'où, la d'où, démonstration. Pardon. oui, je refais une petite transition, d'où le deuxième événement aussi que l'on fait le 9 décembre, hein, ce que disait sa mère, c'est, vous voyez, sur un laps de temps très court comme ça, on peut pas tout vous présenter, donc l'intérêt aussi, pas de la semaine prochaine, mais encore de la semaine d'après, c'est de vous présenter le reste de l'environnement.
Sur la partie démo, le principe il est assez simple. On ne va pas aller trop dans les détails parce que c'est majoritairement la partie du deuxième webinaire. Mais grosso modo, que ce soit une ressource, un utilisateur ou un site distant, on va amener des notions d'analyse avancée. Donc, je vous montrerai d'ailleurs l'exemple après euh, sur un utilisateur VPN, mais on va avoir une visibilité, on va vous redonner le contrôle sur les usages en fonction des QoS qui ont été définis, qui utilise quel QoS, en quelle application, quel utilisateur derrière il est en train de consommer cette brique-là. Donc, on voit le MacBook de mon collègue qui utilise ça en utilisant telle ou telle application. Sur la partie usage, sur la partie host, sur la partie last mile, avec des notions temporelles, dernière heure, derniers 6 mois maximum, vision en temps réel, les applications les plus utilisées. Donc voilà, on va vous donner plus de données pour que ça amène à prendre des décisions et à ajuster les usages et les débits par rapport à vos besoins. Après, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue configuration, le principe il est assez simple. Tout ce que je vous ai présenté pendant une demi-heure entre moi et Damien sur l'architecture, la présentation ou autre, on va pouvoir le configurer à travers 4 briques. La première, c'est deux briques réseau, définir la QoS, donc dire aujourd'hui j'ai une application qui s'appelle Office 365, qui s'appelle mon application métier, mon CRM, ainsi de suite, pour laquelle je vais appliquer un niveau de priorité, un niveau de QoS, avec des notions de limitation possibles, soit sans limite, soit une limitation en cas de congestion, soit toujours limitée. Mais en tout cas, vous allez pouvoir définir des classes de services applicatifs. Niveau 7, vous pouvez créer vos propres applications également pour qu'on puisse les identifier et appliquer la QoS dessus. Et ce qui va être surtout intéressant par la suite, c'est ces règles réseau. Je vais pouvoir dire, pour accéder de telle ressource à telle ressource, je vais utiliser telle priorité avec ou pas la partie SD-WAN. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette brique-là, ça sera vraiment le sujet du prochain webinaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est en aucun cas je pointe vers un firewall, en aucun cas je pointe vers un site spécifique, vers un truc comme ça. C'est vraiment des réflexions par cas d'usage. Vous avez besoin que vos utilisateurs VPN accèdent à telle application. Vous définissez ça de façon extrêmement simple et extrêmement orientée usage. Vous cliquez sur Save. Cette règle, elle est propagée partout dans le monde, sur tous les POP, les multiples POP français ou les multiples POP dans le monde. Et à partir de là, vous êtes opérationnel. Et sur la partie sécurité, le principe est plus pertinent sur la partie utilisateur VPN. Vous avez 2 niveaux de firewalling. Et le premier qui est le firewall one, ça veut dire comment, en tout cas, quels sont les flux, quels sont les trafics, quelles sont les applications ou les catégories d'applications que je souhaite autoriser ou pas d'ailleurs sur la communication intersite. Et à partir de là, vous allez pouvoir gérer des ressources. Donc les ressources, ça peut être vos utilisateurs VPN, mais ça peut être aussi la directory user. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, on dit que le groupe marketing, qui est un groupe qui vient de notre AD, s'il veut accéder au marketing portal, il peut avec telle ou telle condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisateur du marketing, s'il est derrière un site distant, on va le reconnaître en tant que tel, pas besoin de VPN, il accédera à la ressource. Et s'il est en déplacement, soit chez lui, soit à l'étranger, soit sur un autre site qui n'est pas géré, on va le reconnaître en tant que tel. On va lui monter son tunnel DTLS à travers son client Cato et derrière, il va accéder à la ressource. Donc, encore une fois, c'est vraiment des réflexions qui vont se faire par cas d'usage. Il n'y a pas besoin, c'est comme si on avait un firewall distribué qui était sur tout le globe en fonction des sites et la présence un peu qu'on a par rapport à ces sites, que ce soit en France ou à l'étranger. On reconnaît l'utilisateur en tant que tel. On va établir les règles de sécurité et d'accès spécifiques par rapport à ces applications sur la partie WAN ou sur la partie Internet. Et on a une granularité de configuration qui est assez importante. Parce qu'on a, sur la partie Internet, on a du Secure Web Gateway intégré. Donc pareil, je peux dire depuis telle ressource, qui peut être un utilisateur VPN par rapport au cas du jour, ou sa partie directory user, donc faire la correspondance entre un utilisateur, un métier associé et les applications auxquelles il a le droit d'accéder. Et pareil, je clique sur Save. Cette rule, elle est propagée partout dans le monde. Et derrière, cet utilisateur, indépendant de là où il se connecte, il va démarrer son client VPN ou, comme on l'a vu, de façon clientless, s'il s'agit d'applications web locales. Il va se greffer sur le POP le plus proche de là où il est. On va le reconnaître en tant que tel. On va lui appliquer les règles de réseau, mais surtout les règles de sécurité pour qu'on puisse ou pas lui autoriser l'accès. Et n'oubliez pas qu'il y a un local breakout qui va se faire au niveau de chaque POP. Ça veut dire ces architectures où vous êtes obligé de renvoyer l'utilisateur à travers des concentrateurs VPN sur un data center qui, lui, a une sortie Internet qui est bien dimensionnée pour absorber tout le monde.
on n'en a plus besoin. La sortie va se faire au niveau du POP. Donc évidemment, vous avez vu, il y a Secure Web Gateway avec des classes d'applications ou de sites plutôt qui sont bannis ou autorisés. C'est à vous de créer les règles par rapport à cette partie-là. Et pour amener de la sécurité supplémentaire, on a 3 niveaux, donc 3 options de sécurité payante pour amener plus de sécurité aux communications, aux échanges, aux navigations de certains VPN, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient au bureau, qu'ils soient n'importe là où ils sont. Ils se greffent sur le POP. Ils héritent de toutes les policiers de sécurité qu'on a pu définir précédemment et potentiellement des optimisations réseau pour optimiser leur accès et éviter ce backhauling qu'on avait vu dans le premier slide tout à l'heure. Bon, on peut ajouter 3 options de sécurité supplémentaires. L'anti-malware, donc j'ai envie de dire l'anti-malware de première génération, qui est basé sur des signatures antivirales. Le deuxième, c'est le Next-Gen Anti-Malware. Donc là, on dépend du moteur Sentinel-1 pour faire toute la partie NGAV, ou NGAM. Et la dernière option de sécurité, c'est la partie IPS, pour faire tout ce qui est inspection des paquets pour tous les flux chiffrés qui vont transiter à travers le POP et amener un niveau de sécurité niveau 7 ou très avancé par rapport à toutes les connexions. Et n'oubliez pas, et c'est très très important, c'est que toute cette intelligence, elle est aujourd'hui dans le POP. Donc aujourd'hui, j'ai plus besoin de se reconnecter sur mon data center, sur mon firewall périmétrique pour hériter de toutes ces fonctionnalités et sécuriser mon accès. Là où je suis, de façon dynamique, je me greffe sur le POP le plus proche. Ce POP va me proposer tous ces services et va me permettre de naviguer de façon sécurisée et optimisée vers une ressource ou vers Internet. Il y a une question. Est-ce que le premier firewall est dédié pour la segmentation de flux? Ce premier, je n'ai pas trop compris la question, mais en gros, ce premier firewall, il est vraiment pour faire des règles Est-Ouest. Ça veut dire aujourd'hui, on a plusieurs ressources, des sites, des applications, des utilisateurs. Est-ce que je veux que l'utilisateur puisse, du site distant, puisse faire du SMB, du RDP sur l'autre site? Donc, c'est vraiment les règles que vous définissez au niveau de firewall pour les communications entre ressources. L'autre, l'Internet Firewall, d'ailleurs, comme son nom l'indique, il est vraiment pour le filtrage web avec la partie Secure Web Gateway intégrée. Ce qu'il faut bien comprendre en termes d'architecture, c'est qu'on est vraiment en mode distribué, hein, comme on l'évoquait avant. Donc il n'y a pas de notion de centralisation d'un équipement à un moment donné. On est sur quelque chose qui est distribué. Donc soit, on l'évoquait tout à l'heure, en franco-français, soit en Europe, soit dans le monde. Et il y a vraiment, on crée une bulle qui est sécurisée, qui est maîtrisée de bout en bout, sur laquelle on a de la visibilité. On peut amener de la sécurité, c'est-à-dire de la granularité au niveau des échanges dans cette bulle. Et après, on peut aussi, et où d'ailleurs, amener de la sécurité et de la granularité en termes d'accès vers l'extérieur de cette bulle, donc vers Internet, comme le disait sa mère. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très naturel à mettre en place, qui peut paraître des fois un peu complexe, hein, c'est quand on voit les interfaces. Donc là, on a la capacité aussi de vous accompagner là-dessus, en disant, voilà, on prend en charge aussi cet aspect exploitation de l'environnement, et sur des structures qui sont un peu plus matures sur le sujet, qui ont des équipes techniques, ça permet d'avoir la visibilité sur son environnement, sur sa bulle, sur sa sécurité, sur ses liens, sans avoir aussi un niveau d'expertise extrême en termes de sécurité réseau, parce qu'on le constate de plus en plus au quotidien. Les équipes informatiques se recentrent sur leur métier. C'est une façon polie de dire qu'on recrute moins de personnes dans les équipes internes. Donc il faut aussi avoir quelque chose qui est très pragmatique et facile à exploiter au quotidien. Donc on a cette capacité de vous déléguer complètement la solution, on fait une intégration, ou aussi de vous accompagner dans l'exploitation par la suite de cette solution. Et je ne sais pas si tu voulais faire la démo. Je regarde. Oui, Ouais. alors je vais juste faire de la partie VPN, mais du coup il faut que je change d'environnement. Ouais, le temps qu'on bascule. Donc la semaine prochaine, on vous présente, pas la semaine prochaine, pardon, la semaine d'après, on vous présentera, on a vraiment très survolé, vous voyez toutes ces interfaces, la granularité, on n'a pas parlé du multi-WAN, du SD-WAN, enfin tous ces aspects-là, on les évoquera le 9 décembre, vraiment sur ce focus, comment gère-t-on, entre guillemets, presque un backbone virtuel.
Exactement. Donc là, je me suis connecté à une autre tenante, mais en tout cas, le principe, c'est toujours le même. On a les différents sites qui sont connectés. On va avoir cette visibilité au niveau des sites. Et là, je démarre mon client VPN et je vois que l'utilisateur, la ressource, l'utilisateur qui est connecté, bah, il va apparaître, il va se greffer automatiquement sur le POP le plus proche. Donc moi, en l'occurrence, je suis à l'étranger, je me greffe sur ce POP le plus proche. On va voir déjà l'usage des applications associées à cet utilisateur, sur l'usage de la bande passante, sur la durée, et on va reconnaître l'utilisateur en tant que tel, et on va pouvoir lui définir à travers des règles réseau et à travers des règles de sécurité bah, toute la granularité qu'on souhaite pour l'accès. Bah, moi, typiquement, je peux dire que si je me connecte avec telle ou telle condition, bah, je n'aurai pas accès à nos démo centers qui est à nos VH, on n'aurait pas accès à nos sites principaux qui est hébergé à Boulogne et ainsi de suite. Mais si j'ai besoin de sortir sur Internet, je ne vais plus traverser Internet ou voir le global backbone pour accéder à une application. J'ai un local breakout qui est sur le POP le plus proche de ma situation géographique à cet instant et je vais sortir au niveau de ce POP-là. Donc, avoir le minimum d'impact sur cette connectivité last mile à travers Internet, mais avec toutes les règles de réseau et les règles de sécurité qu'on a pu définir. Et cette même démarche, on va l'avoir pour tout type de ressources, tout client VPN qui vont se connecter sur votre ressource. Pour rappel, la licence VPN, c'est une licence nommée par utilisateur qui a droit à 3 devices et les devices peuvent être du type Windows, Mac, Android ou iOS avec ou sans MFA. Et toute la partie SSO, toute la partie split tunneling, toute la partie device posture, donc pour analyser le poste de travail avant de monter le tunnel VPN. Donc vraiment, il y a pas mal de sécurité et d'optimisation qu'on va amener à ce niveau-là. C'est très clair. C'est très clair et c'est très, très visuel, hein. On voit là la localisation, la bande passante, le type de device qui est connecté. Donc ça vous permet aussi d'avoir cette visibilité sur quelque chose qui serait en dehors de vos process de sécurité. Et après, on a aussi l'analyse granulaire en termes d'application. On le voit là du WhatsApp, de l'Outlook. Alors, je n'ai pas mes lunettes, donc je vois pas tout, mais on voit bien l'essentiel des applis. Donc on va voir l'IP, Donc on va c'est voir vraiment, c'est en vraiment download, en upload, toute cette partie-là. Et on a des event discovery. Donc, il y a une solution de logging qui est intégrée à l'outil qui peut s'exporter de façon automatique vers un SIEM pour que vous puissiez centraliser tous ces besoins-là. complètement. Et ça s'inscrit, quand je vous présentais ce matin la partie ISO 27001, vous le savez peut-être, on pourra en parler là, on est sur une construction actuellement d'un SOC, donc d'un service de sécurité opérationnelle centralisé, où on aura la capacité d'exploiter ces logs pour vous donner encore plus de visibilité, soit sur un incident de sécurité a posteriori, alors je vous le souhaite pas, mais c'est le quotidien de beaucoup de structures en France, hein, on le voit actuellement, soit pour faire aussi du préventif en vous donnant les bonnes postures à adopter en termes de sécurité. Donc cette solution-là s'inscrit complètement dedans, pouvant exporter les différents événements. Parfait, je pense qu'on est bien dans les temps. Est-ce qu'il y a On est des bien dans les temps, je ne sais pas si, ouais, s'il y a d'autres questions. Pour le moment, je ne vois pas, mais n'hésitez surtout pas. Alors que ça soit maintenant dans le cadre du webinar ou si ultérieurement vous avez des questions que vous n'avez pas pensé forcément, n'hésitez surtout pas à me contacter, à contacter Damien. On travaille pas en partenariat sur ce type de solution, donc voilà, on sera à vos dispositions pour y répondre. Complètement, complètement. Et si vous souhaitez aussi faire ce qu'on appelle de l'éligibilité, voir si vous êtes éligible à ce type de technologie, n'hésitez pas à nous contacter. On aura la capacité aussi de vous dire les liens aussi, puisque on en parlera dans 2 semaines. Euh, la solution repose aussi sur des liens. À un moment donné, c'est comme je vous disais, le cloud repose sur du matériel. Bah là, c'est pareil, toute solution de sécurité va reposer sur des liens Internet. Donc, on aura cette capacité de vous donner aussi de la visibilité sur ce qui est accessible sur tel ou tel site, sur la gestion aussi de la redondance sur tel ou tel site. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou solliciter, suivant où vous vous situez aussi, vos différents interlocuteurs commerciaux ou techniques, hein, suivant, je regardais tout à l'heure qui étaient connectés, on a des personnes sur Reims, Le Mans, Angers, j'ai vu aussi des personnes de Toulouse, sur Lyon, donc on représente un peu toute la France, donc n'hésitez vraiment pas à les contacter en direct. La semaine prochaine, on continuera cette présentation très orientée, donc ce qu'on disait en introduction sur la partie
backbone, donc un terme un peu technique, mais comment on gère cet interfaçage de différents sites. On voit la représentation Alors, graphique. Je te laisse. petite Vas-y, vas-y, précision. vas-y. Non, non, on a fait plusieurs fois l'erreur ensemble. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. C'est le 9 décembre. Ah, c'est la semaine d'après. Ah oui, le 9, Ouais. le 9, pardon. Ouais, ouais, ouais. On est, Donc le 9, et on aura voilà, on ira plus loin, on verra aussi comment on gère la répartition de charges, la tolérance à la panne, la notion de 4G. On parlait d'un cas client tout à l'heure qui est un opérateur d'énergie, comment lui gère cette disponibilité à travers ses différents sites. Donc on vous amènera cette visibilité. Et on est très bon en termes de timing. Je vois, il est 11h55. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie toutes et tous de votre présence, encore une fois. On vous mettra à disposition les différents éléments que l'on a pu vous présenter sur nos différents médias, hein, chaîne YouTube, LinkedIn, voire vous pouvez les demander aussi en direct, on vous les fournira. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de matinée, parce que je regardais l'heure, il va être 11 heures. Encore merci Samer pour ta présence et pour cette présentation qui était très Avec claire et plaisir. très Merci à toi pertinente. et à tout le monde d'être présent. Et puis, écoutez, bonne fin de matinée. Et je vous dis pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour la suite. À bientôt. Au revoir.